Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée qui bouscule pas mal. Ce futur où les machines pourraient bien, oui, devenir plus intelligentes que nous. Hmm. Et c'est pas juste de la science-fiction, hein, c'est une perspective que certains, comme Ray Kurzweil, ont essayé de dessiner très sérieusement. En se basant sur les tendances technologiques observables, tout à fait. Notre base de travail aujourd'hui, ce sont justement des extraits de son livre The Age of Spiritual Machines. Un livre assez marquant, oui, Alors, on va plonger dans ces textes pour voir comment Kurzweil construit son raisonnement. On va parler d'intelligence artificielle, évidemment, bien sûr. de cette idée un peu folle de fusionner l'homme et la machine, mais surtout de ce qui est derrière tout ça. Une conviction profonde en une accélération exponentielle de la technologie. C'est ça. Sa fameuse loi des retours accélérés. Exactement. Tout à fait. Et cette loi, c'est vraiment comment dire, la pierre angulaire de sa vision du futur. Sans elle, tout l'édifice s'écroule un peu. D'accord. Notre but ici, c'est pas de juger si Kurzweil a raison ou tort, on est bien d'accord, mais de comprendre sa logique à partir des textes qu'on a. Oui, décortiquer ces arguments. Voilà, sur l'IA, la puissance de calcul, et puis explorer les conséquences assez vertigineuses qu'il envisage pour nous, pour l'humanité. Alors commençons par là, justement. Cette loi des retours accélérés. L'idée de base, c'est quoi? Que le progrès technologique, ce n'est pas linéaire. C'est ça, pas une ligne droite, tranquille, non. Plutôt une courbe qui grimpe, et qui grimpe de plus en plus vite, de façon exponentielle. Mais il ajoute quelque chose? Oui, et c'est là que ça devient encore plus frappant. Il dit que le rythme même de cette accélération exponentielle, eh bien, il s'accélère aussi. C'est une accélération au carré presque. C'est un peu l'idée, oui. Pour illustrer ça, il prend souvent l'exemple de la puissance de calcul. Ah oui. Au début du XXe siècle, il fallait, mettons, 3 ans pour la doubler. Mhm. Puis, vers les années 50-60, c'était plutôt 2 ans. Et d'après le livre, qui date de la fin des années 90, on était passé à un doublement tous les ans. Et la loi de Moore dans tout ça? Pour Kurzweil, la loi de Moore, la densité des transistors sur une puce, c'est juste un épisode, une phase de cette tendance beaucoup plus large, beaucoup plus longue. C'est intéressant parce qu'il ne voit pas ça comme un phénomène purement technique, isolé. Il le relie à l'évolution, carrément. Exactement. Pour lui, la technologie, c'est la suite logique de l'évolution. Comment ça Bah, Après des milliards d'années d'évolution biologique, basée sur l'ADN, qui est lente, parfois un peu au pif, Oui, l'intelligence humaine, qui est elle-même un produit de cette évolution lente, a créé un nouveau moyen pour l'évolution de continuer, la technologie. d'accord. Et cette nouvelle forme d'évolution, elle va à une vitesse folle, exponentielle. C'est comme si l'évolution biologique avait passé le relais à l'évolution technologique. Ok, je vois. Donc si cette accélération est le moteur, on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est un peu le résultat principal? Ou le carburant? Oui, Comment il imagine qu'on arrive à créer une IA qui puisse rivaliser avec l'intelligence humaine? Sa thèse, elle est un peu surprenante, non? Pas besoin de recette miracle. c'est ça. Il dit qu'il n'y a pas forcément besoin d'une complexité ahurissante au départ, des méthodes relativement simples, mais combinées à une puissance de calcul qui explose, merci la loi des retours accélérés, ça pourrait suffire. Donc, la puissance de calcul compense la simplicité de la méthode initiale, hein? C'est un peu ça l'idée clé chez lui, d'après ses textes. C'est pas tant de parier sur une approche d'IA précise, mais plutôt sur l'idée que n'importe quelle méthode qui tient la route, une fois qu'elle est boostée par cette puissance de calcul exponentielle, elle finira par atteindre puis dépasser l'intelligence humaine. Le comment, la recette exacte, serait presque secondaire par rapport à la trajectoire globale. Voilà, c'est la trajectoire dictée par l'accélération qui compte le plus pour lui. Intéressant. Mais il décrit quand même quelques pistes, quelques paradigmes principaux dans les extraits. Le premier, c'est la récursion. C'est quoi en gros? La récursion, c'est une idée assez fondamentale en informatique. Pour résoudre un gros problème, tu le ramènes à des versions plus petites du même problème. Ah oui, comme pour les poupées russes un peu. Exactement. C'est très utilisé en maths, en programmation, et c'est un peu ce que faisait Deep Blue pour battre Kasparov aux échecs, en explorant des milliards de possibilités en décomposant le jeu récursivement. Et Kurzweil pensait que ça pouvait même s'appliquer à la créativité. Oui, il cite son exemple de Cybernetic Poet, un programme qui écrivait de la poésie en utilisant des règles récursives. Bon, c'est un exemple. D'accord. Deuxième paradigme, les réseaux neuronaux. Là, l'inspiration est claire.
Ah oui, là on essaye carrément d'imiter le cerveau. On crée des neurones artificiels connectés entre eux. Et ils apprennent comment? Ils apprennent en ajustant la force de ces connexions, un peu comme nos synapses, quoi, qui se renforcent ou s'affaiblissent avec l'expérience. C'est devenu super puissant pour la reconnaissance de forme. Les visages, la voix, les textes. On voit ça partout maintenant. Exactement, c'est très efficace pour ça. Et ça nous amène à la comparaison cerveau-machine. Oui, le cerveau, c'est quoi? Des milliards de neurones, mais ils sont lents individuellement. Par contre, ils travaillent tous en même temps. C'est ça. Un parallélisme massif, mais une vitesse de calcul par neurone très faible. Quelques centaines d'opérations par seconde peut-être. Alors que l'ordinateur, L'électronique, c'est des millions, voire des milliards de fois plus rapide. Donc, même si l'architecture de base d'un réseau neuronal sur silicium est moins riche, moins complexe que celle du cerveau, il peut compenser et largement par la vitesse de traitement brut. c'est un compromis différent en fait. Voilà, vitesse contre parallélisme massif et complexité initiale. Et la troisième voie qu'il mentionne, ce sont les algorithmes évolutionnaires. Ou génétique, Oui, là on imite carrément Darwin, mais en accéléré. c'est-à-dire. On crée des solutions potentielles à un problème sous forme de code informatique, on les met en compétition dans un environnement simulé. Et on garde les meilleurs. Oui, on sélectionne les plus aptes, on les fait se reproduire en mélangeant leur code avec quelques petites erreurs aléatoires, des mutations. Et on recommence. Exactement. Des milliers, des millions de fois. Et petit à petit, des solutions de plus en plus performantes émergent, sans qu'on ait forcément compris comment au départ. Le livre cite des applications pour optimiser des stratégies financières ou des processus dans l'industrie. D'accord, mais même avec ces méthodes, il y avait des limites à l'époque, non? Kurzweil en était conscient. Ah oui, tout à fait. Il n'était pas naïf. Il pointait déjà le gros problème du contexte et du bon sens. C'est là qu'il reprend la fameuse citation de Marvin Minsky sur Deep Blue. Celle sur la pluie? Exactement. Deep Blue gagne peut-être aux échecs, mais il ne saurait même pas rentrer pour s'abriter s'il pleuvait. C'est une image très parlante, ça montre bien le fossé. Une IA peut être championne du monde dans son domaine hyper spécialisé. Mais complètement démuni face à une situation simple du monde réel, qui demande un peu de bon sens, de connaissances générales sur comment le monde fonctionne. Et donc pour Kurzweil, le défi c'était quoi? Intégrer cette connaissance? Oui, c'était ça le goulot d'étranglement principal qu'il identifiait. Il fallait intégrer une vaste base de connaissances dans ces systèmes. Une connaissance innée, peut-être, gravée dans leur structure. Et surtout une connaissance acquise, par l'apprentissage, par l'expérience. Sans cette richesse de connaissances sur le monde, l'IA reste limitée, incapable de comprendre vraiment, de s'adapter de manière flexible. Et pour gérer toute cette connaissance, la stocker, la traiter, l'exploiter, il faut? Il faut de la puissance de calcul. On y revient toujours. Forcément. Et c'est là que ces projections matérielles deviennent assez folles. Dans le livre, fin des années 90, il prédisait quoi déjà? Que pour 1000 $, on aurait la puissance du cerveau humain vers... 2020. C'est ça. La capacité de calcul brut estimée du cerveau humain pour 1000 $ vers 2020. Et c'est vrai que quand on regarde où on en est, bon, l'estimation de la capacité du cerveau, ça se discute toujours, mais on s'est quand même drôlement rapproché de cet ordre de grandeur. C'est assez troublant. Et ce n'était que le début, selon sa logique d'accélération. Ah oui, si la loi des retours accélérés continue, les chiffres deviennent hallucinants. Pour ces mêmes 1000 $, il projetait la puissance de 1000 cerveaux humains en 2029. 1000 cerveaux. Puis 1 milliard de cerveaux humains en 2050. 1 milliard de cerveaux dans une boîte à 1000 $. On a du mal à se représenter ce que ça veut dire. C'est presque inimaginable, oui. Mais ça soulève une question. Comment on y arrive? Le silicium, les puces actuelles, ça a bien des limites physiques, non? Si. Et Kurzweil le savait bien. Il anticipait que la miniaturisation classique, le fait de graver des circuits de plus en plus fins sur le silicium, finirait par se heurter à des murs physiques. Aux limites des atomes, quoi. Probablement autour de 2020, d'après ses estimations de l'époque. Mais il ne voyait pas ça comme une fin. Non, pas du tout. Fidèle à sa loi d'accélération, il voyait ça comme une transition nécessaire. Pas la fin du progrès, mais le passage à autre chose. Et il avait des idées sur cette autre chose. Oui, il mentionnait plusieurs pistes technologiques qui lui semblaient prometteuses à l'époque où il écrivait. Attention, il parlait de circuits moléculaires en 3 dimensions. En 3D, d'accord. De nanotubes de carbone, peut-être d'informatique optique, basée sur la lumière. Ou même des trucs encore plus exotiques, comme l'informatique à ADN ou l'informatique quantique. Donc, peu importe la technologie exacte, pour lui, l'important, c'est que des solutions allaient émerger. Exactement.
Pour soutenir sa thèse, il n'avait pas besoin de prédire laquelle allait gagner, juste de postuler que la dynamique d'innovation trouverait des moyens de continuer cette croissance exponentielle de la puissance de calcul. D'accord, donc on a une puissance de calcul qui explose, mais comme on disait, un moteur surpuissant, ça ne suffit pas. Il faut le logiciel intelligent. Oui, D'où viendrait ce logiciel capable d'égaler puis de dépasser l'intelligence humaine? et là on arrive à l'idée de copier le cerveau, la rétro-ingénierie. Tout à fait. L'idée est simple, en apparence, hein. Si on veut construire une machine vraiment intelligente, pourquoi ne pas s'inspirer du seul exemple qui marche parfaitement qu'on connaisse, le cerveau humain? Logique. Mais comment on fait? Pour ça, il faut pouvoir lire le cerveau, comprendre comment il fonctionne à différentes échelles. Kurzweil parlait beaucoup des progrès qu'il attendait dans l'imagerie cérébrale. L'IRM fonctionnel, ce genre de choses. Oui, l'IRMF, qui montre le cerveau en action, ou l'imagerie optique. Et il soulignait que ces techniques dépendent elles-mêmes énormément de la puissance de calcul pour analyser toutes les données qu'elles génèrent. Donc elle profite aussi de la loi des rétos accélérés. C'est un cercle vertueux. Exactement. Plus on a de puissance de calcul, mieux on peut scanner et analyser le cerveau. Mieux on comprend le cerveau, mieux on peut concevoir des IA performantes qui elles-mêmes aideront à analyser encore mieux le cerveau, etc. Et le but final, ce serait quoi? Scanner un cerveau entier, neurone par neurone, connexion par connexion? C'est un peu l'objectif ultime, oui, qui est évoqué. Le Graal en quelque sorte. Mais même sans aller jusque-là, l'idée c'est déjà de pouvoir cartographier les différentes régions du cerveau, comment elles sont câblées, comment elles communiquent, quel type d'algorithmes elles utilisent pour traiter la vision, le langage, la planification. Découvrir les secrets de fabrication de l'évolution, en somme. C'est ça. Et une fois qu'on a compris ces principes, ces stratégies de traitement de l'info, on pourrait les réimplémenter de manière optimisée sur le matériel informatique super puissant dont on parlait juste avant. Comme si on récupérait les plans d'une machine incroyable, testée et améliorée pendant des milliards d'années par la nature. Voilà l'idée. Et là, on arrive à des concepts qui donnent vraiment le vertige, ceux qui sont au cœur du livre, je crois. La fusion homme-machine. Si on comprend le cerveau et qu'on a la puissance pour le simuler, pourquoi ne pas transférer un esprit? C'est le pas suivant, logique, dans sa vision. C'est l'idée du téléchargement de l'esprit, ou portage, mind uploading en anglais. Télécharger son esprit. Kurzweil envisage sérieusement la possibilité de scanner l'intégralité de la structure et de l'état d'un cerveau, chaque neurone, chaque synapse, leur état chimique à un instant T, et de recréer cette structure fonctionnellement sur un ordinateur assez puissant. Et la personne? Elle existerait sur cet ordinateur? Son esprit, ses souvenirs, sa personnalité, oui, ils existeraient sur ce nouveau support. Ça soulève tellement de questions. Et en parallèle de ça, il parle aussi beaucoup d'implants neuronaux, non? Oui. D'abord, il voyait ça comme une évolution de la médecine, pour réparer, pour pallier des handicaps. On redonnait la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, grâce à des interfaces directes avec le cerveau. Ce qui est déjà en train d'arriver, d'ailleurs. Tout à fait. Mais ensuite, il voyait une deuxième vague, l'augmentation. Utiliser ces mêmes technologies non plus pour réparer, mais pour améliorer nos capacités naturelles. Avoir une mémoire parfaite, 1. Accéder à Wikipédia par la pensée. Par exemple, Ou améliorer nos sens, notre capacité de raisonnement, les possibilités sont immenses. et c'est là qu'on touche à des questions philosophiques assez profondes. Oui, et Kurzweil ne les élude pas dans les textes. Il les aborde de front. Qu'est-ce que ça veut dire être soi, l'identité, si on peut copier son esprit, si on peut faire des sauvegardes de soi-même? Si on peut se restaurer à une version antérieure? Exactement. Sa réponse, c'est une redéfinition assez radicale de ce que nous sommes. Il suggère qu'on cesserait d'être défini par notre hardware biologique, notre corps périssable. Pour devenir essentiellement le logiciel. C'est ça. Notre identité, notre moi, résiderait dans le pattern d'information qu'est notre esprit, un fichier mental en quelque sorte, en constante évolution. Donc la mort, ce ne serait plus la fin du corps physique, mais plutôt la perte définitive de ce fichier, la corruption des données. C'est l'idée. L'importance des backups deviendrait existentielle, au sens propre. La mortalité changerait de nature. Et notre évolution personnelle, notre apprentissage, ne serait plus limité par la taille de notre crâne ou la chimie de notre cerveau. Voilà. On pourrait s'augmenter, se modifier, peut-être même fusionner nos esprits ou nos connaissances de manière beaucoup plus directe qu'aujourd'hui. C'est une perspective de transcendance des limites biologiques qu'on connaît. Bon, pour essayer de rendre tout ça un peu plus concret, ou au moins pour voir comment il imaginait cette trajectoire dans le temps,
Kurzweil propose dans le livre une sorte de chronologie, des prédictions de 2009 jusqu'à 2099. On ne va pas tout lister, ce serait un peu long, mais peut-être regarder quelques points clés qui ressortent des extraits qu'on a. Par exemple, sur l'évolution des interfaces entre nous et les machines. Oui, il trace une ligne assez claire. Ça part des appareils qu'on porte sur nous, externes, visibles. Il cite les smartphones pour 2009. Ce qui était pas mal vu à l'époque, hein. Oui. Ensuite, il voit la technologie devenir de plus en plus intégrée, presque invisible, dans nos vêtements, dans les murs, dans l'environnement. Ça, c'était plutôt vers 2019. Et après? Après, ça rentre dans le corps, d'abord avec des implants pour les sens, des implants oculaires, cochléaires, pour une réalité augmentée directement dans notre perception. Ça, c'est vers 2029. Pour aboutir à quoi? Pour aboutir à des connexions neuronales directes à très haut débit, l'interface ultime en quelque sorte. Et la réalité virtuelle suivrait cette évolution, d'abord visuelle et auditive, puis tactile, pour devenir totalement immersive, indiscernable du réel, dans la décennie 2020. Hmm. Et pour l'intelligence artificielle elle-même, il y a un jalon important qu'il mentionne souvent, c'est le fameux test de Turing. Oui, ce test où une machine doit réussir à se faire passer pour un humain dans une conversation. Il prédisait que le passage de ce test deviendrait un sujet de débat animé vers 2019. Ce qui correspond assez bien à ce qu'on a vu avec les grands modèles de langage récents, non? Effectivement, on est en plein dedans. Mais il allait plus loin. Il pensait que le passage du test serait largement accepté vers 2029. Et il y a une autre prédiction encore plus frappante pour 2029, Oui, que des machines commenceraient à revendiquer une forme de conscience, à dire je ressens des choses, j'ai des expériences subjectives, et que ces revendications seraient prises au sérieux par une majorité d'humains. prise au sérieux. Ça découle logiquement de sa vision. Si les machines atteignent la complexité et la puissance du cerveau, et si on a utilisé la rétro-ingénierie du cerveau pour les concevoir, pourquoi n'auraient-elles pas des propriétés similaires, y compris la conscience? C'est sa logique. Des machines conscientes? Acceptées comme telles. Ça change absolument tout. Quelles autres conséquences il voyait sur la société en général? Une omniprésence des ordinateurs mais devenue quasi invisible, fondue dans le décor. Une transformation radicale du travail. Pour beaucoup, l'activité principale deviendrait l'apprentissage permanent, la création de savoir. Parce que les machines feraient le reste? C'est l'idée. Les tâches productives, physiques et même intellectuelles, mais répétitives, seraient automatisées. Par contre, il voyait les questions de vie privée rester un problème majeur, voire s'aggraver. Et les risques? Ah oui, il pointait des risques existentiels croissants liés à ces technologies exponentielles. La bio-ingénierie, la nanotechnologie, ça pourrait permettre de créer des virus sur mesure, des armes autonomes terrifiantes. Le revers de la médaille. Exactement. Mais en même temps, le bon côté, il prévoyait aussi une augmentation spectaculaire de l'espérance de vie grâce aux progrès médicaux permis par ces mêmes technologies. Il parlait de dépasser 100 ans vers 2019, puis 120 ans vers 2029. C'est un tableau très contrasté en fait. Progrès fulgurants et risques immenses main dans la main. C'est ça. Et tout ça mène finalement à la fusion progressive. C'est l'aboutissement logique de sa trajectoire. Oui, pour lui, la frontière entre l'humain biologique et la machine deviendrait de plus en plus floue dès 2029. Et pour la fin du siècle, 2099, il n'y aurait quasiment plus de distinction claire. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Que la majorité des entités intelligentes seraient basées sur du logiciel, soit des descendants d'esprits humains téléchargés et largement améliorés, soit des IA pures créées de toutes pièces. Et les humains restés biologiques? Ils seraient eux-mêmes bourrés d'implants pour essayer de suivre le rythme. Les grands débats de société porteraient alors sur les droits de toutes ces entités différentes et sur ce que ça veut encore dire, être humain. Si on devait retenir un ou deux points particulièrement marquants ou lourds de conséquences dans cette chronologie qu'il dessine, ce serait quoi selon toi? Bonne question. Deux choses peut-être me viennent à l'esprit. D'abord, cette idée que le travail humain, notre rôle dans le monde, se recentre massivement sur l'acquisition et la création de connaissances. Le savoir comme activité principale? Voilà. Si les machines font tout le reste, que nous reste-t-il? Apprendre, chercher, créer. Ça redéfinit complètement notre place économique, sociale, peut-être même notre sens. C'est une transformation énorme. Et la deuxième chose? C'est cet équilibre précaire permanent entre le potentiel incroyable et le péril immense. Chaque avancée qui nous promet plus d'intelligence, plus de longévité, plus de capacité, semble ouvrir en même temps la porte à des dangers d'une ampleur inédite. Les pandémies artificielles? Les nanotechnologies qui dérapent? Oui, Kurzweil semble nous dire « attention ». Cette puissance exponentielle, c'est une lame à double tranchant.
Il va falloir développer une sagesse qui augmente aussi vite que notre technologie. Sinon, on risque de très mal finir. C'est un avertissement sérieux. Donc, pour résumer le cœur du message de Kurzweil, tel qu'il ressort de ces extraits en tout cas, on a une accélération technologique exponentielle qui lui semble presque une loi de la nature. Oui, quasi inévitable pour lui. Et cette accélération mène d'abord à une intelligence artificielle qui va nous dépasser, C'est la conséquence logique. puis à une fusion de plus en plus intime entre nous et nos créations, les machines, au point de redéfinir radicalement ce que c'est qu'être humain, voire de nous faire passer à autre chose. C'est exactement ça. On transcende notre biologie. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, je trouve, qui émerge vraiment de tout ça. Laquelle? Si on s'engage vraiment sur cette voie, si notre essence même, notre identité, tend à devenir logicielle, indépendante de notre corps, de notre support biologique d'origine, qu'est-ce qu'on va vouloir absolument garder? Quelle part de notre expérience humaine actuelle, de ce qui fait qu'on est nous aujourd'hui, on cherchera à préserver à tout prix dans ce futur? Ou est-ce qu'il ne faudra rien préserver? Ou est-ce qu'il faut accepter, comme le suggère un peu Kurzweil, qu'on assiste peut-être juste au début d'une forme d'existence complètement nouvelle, post-humaine? Une existence dont la nature, les désirs, les buts, nous échappent encore totalement aujourd'hui. C'est une sacrée réflexion à avoir après avoir exploré ces idées, non?